Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique. Aujourd'hui je vais vous présenter un pistolet que j'ai failli vous présenter pour la première fois au moment où je présentais ce bestiau là. J'ai donc l'honneur de vous présenter le PPK de chez Maruzen, comme disent les japonais. Alors ce PPK, pourquoi je vous présente? Tout simplement parce qu'il est sympa. Il est sympa, il est petit, il est compact, il est mignon, c'est le pistolet de James Bond en même temps, donc... Ah, ça vous intéresse pas? Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Eh Magaran, Colt 1911, moi c'est Nagant, Grease Gun, la STG-44, C96, la livre Sterling, la Sterling, pardon, PPSH, carabine M1A1, PPS-43, AK-74, Colt 1911. Non, réfléchissons ensemble, si je porte un uniforme de la Luftwaffe, plus précisément des Fallschirmjäger, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous me voyez venir. Quelle arme, à l'époque, était spécifique au Fallschirmjäger, tellement qu'il y avait le mot Fallschirm dans le nom? Ça vous dit rien? Bon ben si c'est le cas, si cette arme ne vous dit rien, alors retournez jouer à Call of Duty. En plus, elle est dans le jeu. Ouais. Ainsi donc, je vous présente la FG42 type 1 de chez Shoei. Männer, es war ein langer Krieg, es war ein harter Krieg. Ihr habt tapfer und stolz für euer Vaterland gekämpft. Seid eine ganz besondere Truppe, die ineinander einen Zusammenhalt gefunden hat. Avant toute chose, je dois vous prévenir de quelques points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira... Pardon, je me suis trompé. Je m'en vais. Je vais en dépression, je reviens après. Cette FG42 est une réplique. Ce n'est pas une arme. Ce n'est pas une réplique d'Airsoft, c'est une réplique d'arme. Quasi-arme aussi on peut dire. Parce qu'elle ne tire rien, correspond à toutes les normes japonaises, elle n'est là que pour la décoration, le display. Donc toutes les fonctionnalités de cette réplique sont presque toutes fausses. Et c'est vraiment uniquement pour faire joli. Tout d'abord, commençons par un petit historique de cette arme. Le Fallschirmgewehr 42, abréviation FG42, est un fusil mitrailleur qui a été spécialement conçu pour les parachutistes allemands, ou les Fallschirmjäger. Cette arme est comparable au niveau de sa fabrication au BAR américain, sauf que le BAR était une arme de soutien, celui-ci était une arme d'assaut, donc individuelle, alors que le BAR lui était fait pour être utilisé collectivement, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul par section, alors qu'on pouvait avoir plusieurs FG par section de Fallschirmjäger. Au lancement des études qui conduisirent à la fabrication de la FG42 était la volonté de pouvoir avoir une arme qui soit suffisamment puissante pour pouvoir compenser le faible nombre des parachutistes qui étaient déployés en territoire ennemi. L'arme devait donc rester légère et maniable car la capacité d'emport dans la zone de transport était quand même relativement réduite. Dans son cahier des charges, la Luftwaffe a expressément demandé à avoir de la 7,92 par 57 mm, donc la même munition que pour le Moser et MG, alors que les constructeurs auraient préféré la 7,92 courte, plus adaptée pour des tirs en rafale. Tout comme on a eu le même raisonnement pour le STG-44. Ce qui fait que la FG42 était dotée de défauts très gênants. Une munition trop puissante par rapport à une arme trop légère, ce qui fait qu'en tirant en rafale, le tir devenait incontrôlable même avec un bipied. En plus du fait que ces chargeurs n'avaient que 20 coups, ce qui part très rapidement en rafale. Et il y a eu deux versions de fabriquées de cette arme. Le modèle E, aussi appelé type 1, est apparu en 1942, donc c'est celle-ci. Il est relativement léger et doté d'une cadence de tir importante. Le bipied est fixé juste devant le garde-main. Sa crosse d'épaule est en métal estampillé et sa poignée pistolet a un angle très important pour pouvoir faciliter l'utilisation lors de la descente en parachute. Il y a eu 2101 exemplaires fabriqués de ce type 1 et il n'en reste aujourd'hui que 77 de connus. Le modèle G, ou type 2, était censé combler toutes les lacunes du type 1. C'est pour ça qu'il était alourdi et sa cadence de tir a été réduite. On peut voir ici qu'il est doté d'une crosse en bois, le bipied est fixé au bout du canon, il est plus long de 25 mm et on retrouve une poignée traditionnelle. Mais c'est pourtant pas ça qui amènera la correction de tous les défauts de la FG42. Il y a eu 6500 exemplaires fabriqués de ce bestiau en type 2 et il n'en reste aujourd'hui que 113 de connus. Pour info, le dernier FG42 type 2 connu qui a été vendu en 2014 est parti pour 300 000 $, avec sa lunette
et la sangle d'origine. J'ai pas réussi à trouver de FG42 type 1 pour pouvoir comparer avec les prix. Parce qu'en général, pour un type 2, ça varie entre 150 et 200 000 $. Là, c'est parce qu'il y avait la lunette en plus au même numéro. Le plus simple pour vous procurer cette quasi-arme est de passer chez Choi. Je suis passé, c'est Choche. Je suis passé, c'est Choche. Je suis passé chez Choche. Chez Choche. Je suis passé chez Choi. Après, si vous voulez que je vous mette en contact, n'hésitez pas. On peut faire jouer les relations. Et donc, comme je disais, pour pouvoir respecter la loi japonaise, ce bébé est entièrement pour faire joli. Il n'a aucune fonctionnalité pratique, donc il ne tire pas, il n'est pas convertible en version Airsoft. Toutes ces fonctionnalités sont bidons, j'y reviendrai plus en détail après, sauf celle de pouvoir vous dégommer un doigt si jamais vous mettez le doigt là dans la chambre et que vous appuyez sur la détente. J'y reviendrai aussi après. Son prix variera en fonction du cours du yen. Après, la référence est un célèbre magasin Militaria qui est situé en Allemagne, donc vous savez tous duquel je parle, et là-bas on peut le trouver pour, donc le type 1 on peut le trouver pour 1300 € sans les frais de port, mais au moins il n'y a pas la donne à payer. Le poids à vide est de 4,5 kg et une fois chargé avec 5 cartouches, on est à 4,9 kg. Alors que le vrai avait un poids à vide de 4,38 kg. Le type G, lui, faisait 5,05. Donc, nous avons une réplique qui est plus lourde que le modèle original. Pourquoi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Non, je sais pas. Si, moi je sais, tout simplement parce que ici nous avons une quasi-arme. Donc logiquement, le canon est plein. C'est un tube plein. Du coup, la différence de masse peut s'expliquer par le fait que nous avons du métal sur l'intégralité du tube. Ce qui n'est pas un tube en fait, c'est une barre. Alors que le vrai lui est vide, ce qui est logique. On peut remarquer différents marquages sur cette réplique. Des marquages réalistes à 90%. Enfin, 90%, j'exagère, il y en a 4. Ouais, il y en a 1 sur 4 qui n'est pas réaliste mais qui est réglementaire parce que obligatoire pour pouvoir exporter ça du Japon. On peut les retrouver ici en détail. Petit aparté sur les chargeurs. On pourrait penser que c'est des vrais, mais non, 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 ce sont bien des copies. Ils sont aspect légèrement bleuté parce qu'ils sont bronzés à chaud. Ça, c'est vraiment super agréable en acier, bien entendu, avec un ressort élévateur qui fonctionne. Après, il ne faut les charger qu'à 5 cartouches. C'est indiqué dans la notice qui est fournie dans le pack. 5 cartouches, au-delà le ressort élévateur sera trop puissant. C'est fait exprès. Trop puissant. Ce qui fait que lorsque vous insérez votre chargeur et que vous armerez, il y aura 2 bastos qui vont s'engager en même temps. Donc il y en a une qui va s'engager correctement dans la chambre et l'autre elle va se balader à côté et complètement être détruite si vous lâchez le lever d'armement comme ça, si vous appuyez sur la détente. Mais du coup ces beaux chargeurs qui sont bien jolis avec un super aspect brillant, ça donne envie que d'une seule chose. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce chargeur. Oh oui. Gros dégueulasse. Dans cette réplique, il n'y a pas de percuteur. Là aussi, c'est une fonctionnalité qui n'existe pas par rapport au modèle original. Ceci pour vous éviter la tentation de mettre des vrais bastos dedans. Enfin après, ceci dit, vous pouvez en mettre des vrais qui fonctionnent, mais justement là, il n'y a aucun risque qu'il se passe quelque chose de méchant. Alors que si vous avez la tentation de transformer ça en vraie arme, et ben vous risquez de ne plus être très abonné longtemps à ma chaîne. Parce que votre compte YouTube sera dégagé pour inactivité. Et ça me ferait chier de perdre des abonnés comme ça. Tout ça parce qu'ils ont voulu faire les cons et qu'ils se sont fait sauter la gueule. Nous avons donc un bipied ici, à l'avant, qui dévoile en dessous la baïonnette. Attention au bipied, il est assez fragile. Et au vu de certaines photos que j'ai vues de vrai, c'est réaliste. Donc le bipied vient simplement se coincer sur le support de baïonnette, ici. Voilà. La baïonnette est la seule fonctionnalité qui n'est pas fausse, c'est une vraie. En métal également, donc à manipuler avec précaution. Allez pas embrocher votre copain. Elle fonctionne avec un petit bitonio. Ici, je n'appuie sur rien, ça va se verrouiller tout seul. Hop, voilà, là c'est verrouillé, je peux tirer, il ne se passe rien. Et pour l'enlever, il faut appuyer sur le petit bouton ici. Ça débloque en dessous, grâce à la communication du bouton du haut vers le bouton du bas qui déverrouille et à ce moment là on peut enlever la baïonnette. Le garde-main est en bois véritable, il est vraiment superbe. J'avoue que c'est bluffant et ça explique pourquoi le prix est assez élevé. Parce que c'est du fabrication maison et à la main comme d'habitude chez Choi. Attention, il y a ici un cran qui n'est pas là par hasard. Ne mettez jamais, au grand jamais,
votre main au-delà de ce cran. Si vous faites ça, mon petit doigt va s'en souvenir très longtemps. Voilà pourquoi. Ça fait mal, ça bouge, c'est très réaliste. C'est comme si vous mettiez votre main dans une culasse de garant au moment où vous tirez. À éviter. Vraiment. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Nous avons 2 organes de visée, qui sont là uniquement parce que c'est réaliste, après tout, qui sont en système flip-up. Ouais. Vous pensez que votre M4 était super innovante? Eh ben que de la gueule! Deutsche Qualität. À l'avant, c'est pas réglable, c'est fixe. À l'arrière, c'est réglable. Grâce à une petite roulette, il faut appuyer sur l'œilleton et on fait tourner la molette pour arriver au réglage désiré. Et voilà, on peut tirer de 100 à 1200 mètres. Ce qui n'est pas du tout déconnant avec une arme comme ça. Le chargeur est à insérer comme avec une AK. Comme ceci. Elle marche pas. Il est de retour ce sombre crétin. Il m'avait pas manqué. Le secteur de tir, nous en avons un sur ce côté de la réplique avec 3 lettres. E, D, S. E pour Einsatzschuss, soit semi-automatique. D pour Direfeuer, pour automatique. Et S pour Sicherheit, donc sûreté. En sûreté, il n'est possible de manipuler rien du tout. Alors après, pour manipuler ce levier, il faut tirer la partie ronde. On a un déverrouillage avec un ressort. Et à ce moment-là, on peut faire basculer le levier. Il est un petit peu dur et inconvénient à la première utilisation, vous aurez de la peinture qui va se barrer. C'est même annoncé dans la notice. En revanche, lorsque votre sélecteur est sur D, vous pouvez armer la culasse, elle restera en arrière, position ouverte. Ce qui fait que d'ailleurs au passage, si vous n'avez pas de chargeur, on voit à travers. Et si vous avez un chargeur garni avec des fausses bastos, à ce moment-là, on peut voir les bastos. Ça c'est rigolo. D'ailleurs, je vais vous montrer une fonctionnalité marrante de ce truc. Voilà, là j'ai engagé une cartouche qui vient de sauter dans ma poubelle. Parce que oui, tout à l'heure je vous parlais de percuteur, de pouvoir engager des bastos. En effet, il y a une chambre, on peut chambrer des fausses cartouches. Et ça c'est vraiment très sympa. J'en profite d'ailleurs, un chargeur peut contenir 5 cartouches, ça je l'avais annoncé. Et là où ça devient bien, c'est qu'il y a 5 fausses cartouches fournies par chargeur acheté. Avec la lame chargeur, fournie avec. J'ai acheté 2 chargeurs, j'ai eu 2 clips comme ça. Et enfin, quand vous êtes en mode semi, il n'y a pas de verrouillage à l'arrière. S'il y a des clips avec des lames chargeurs fournies avec les chargeurs, c'est tout simplement parce qu'on peut les utiliser de cette manière. Après, il faut bien se débrouiller pour bloquer le lame chargeur avec l'extrémité du chargeur. Et à ce moment-là, on appuie et du coup les bastos rentreront normalement. Attention, comme pour toutes les vraies lames chargeurs, ne pas mettre votre doigt directement en contact avec la lame, sinon ça risque de vous couper de chaque côté. Et ça, c'est pas propre à la réplique, c'est toutes les lames chargeurs qui sont comme ça, surtout les vraies. Autre méthode également pour remplir vos chargeurs. Hop, voilà. Nous avons, comme sur le Moser, une encoche où il est alors possible de mettre une lame chargeur. Parce qu'en fait, à l'époque, ils n'avaient pas forcément des cartouchières de FG. Ils avaient aussi des cartouchières de Moser qui permettaient de contenir ceci uniquement, comme vous pouvez voir sur la photo là. Donc résultat, c'était plus facile d'avoir un chargeur et plein de clips plutôt que plein de chargeurs et 0 clip pour pouvoir les remplir. Et en plus, ça coûtait moins cher. En parlant des chargeurs, on peut voir que ceci de FG42 ressemble beaucoup à un autre type de chargeur, le bar. Bon, après, quand je dis qu'il ressemble, c'est sur la forme, quoi. On a à peu près la même épaisseur, à peu près la même taille. Ça vous évitera sûrement d'acheter plein de chargeurs qui coûtera presque le prix de la réplique puisque chaque chargeur vaut 50 €. Prix de la réplique, j'exagère bien sûr. Avec la réplique, il y a un petit manuel. Très utile, absolument lire avant d'utiliser. Avec une première partie en japonais, au milieu un éclaté complet et à la fin la partie anglaise avec plein de schémas super détaillés, super utiles. Donc en gros, si vous vous plantez, vous êtes nul. À lire absolument, genre il y a un sens pour manipuler le levier d'armement. Votre main, ne pas la mettre comme ça, mais la mettre comme ça. La bretelle est une bretelle de FG42, ça tombe bien.
La bretelle en fait de MG42 est un mix entre celle de MG42 avec les systèmes de fixation et le système de réglage du Moser. C'est assez rigolo d'ailleurs. Par contre, j'ai eu un problème avec cette bretelle. C'est une copie bien entendu, donc je sais pas si c'est le fabricant qui a fait cette connerie ou pas, ou est-ce que c'est d'origine comme ça. Ceci dit, Shoei propose des bretelles à la vente. Le crochet ici, il vient tout simplement de la bretelle de la MG42. Ouais, j'ai dû inverser les deux mousquetons parce que celui d'origine de la MG était trop gros pour passer dans le petit anneau que nous avons là. Heureusement que j'avais une MG42 sous la main pour pouvoir faire la comparaison parce que c'est marrant, ça se ressemble beaucoup et ça passe pas sur celui-là. Parce que si j'inverse ça passe mieux parce qu'il y a plus de place pour passer ici bien entendu. Donc résultat, heureusement que j'ai eu cette chance et si ça vous arrive, il faudra acquérir une bretelle de la MG42. Vous intervertissez les mousquetons, après vous la revendez, vous n'avez pas besoin. Et en plus, avec le mousqueton de la FG, ça passe tout à fait, il n'y a aucun problème, ça gêne pas le bipied. Alors après, une autre fonctionnalité marrante qu'on peut rajouter sur cette réplique, c'est une lunette qui vient ici et qu'on enfile là. Quand tu dis qu'il s'enfile, c'est qu'il a le Wi-Fi? Wi-Fi? Sans fil? Non. Non? À vrai dire, je pensais un peu à autre chose. Après, ne manipulez pas trop le support de la lunette parce que ça risque d'abîmer la peinture, même si ça fait encore plus réaliste. Mais donc, cette lunette, la ZFG42, est spécifique pour la FG42, également fabriquée par Shoei. Elle vient avec le support, ça c'est cool, il y a juste à la monter, à la glisser, à la serrer, et basta, c'est réglé. Alors après, moi j'ai dû faire un tout petit truc sur la mienne, c'est que mon réticule n'était pas parfaitement droit. Et j'ai dû rajouter une toute petite cale parce qu'il y avait une position, comme par hasard la position droite, qui balançait légèrement. Donc avec toutes les vibrations, ça faisait bouger légèrement le réticule. Donc j'ai démonté la lunette, c'est vraiment pas dur du tout. On a deux vis ici, une goupille là, on glisse l'ensemble, on a une vis à laine en dessous. C'est pour ça qu'il faut démonter d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas accessible en temps normal. Et à ce moment-là, on peut démonter le cache à l'arrière qui détache la partie avec le réticule. Elle a un grossissement de 1,5 et franchement, je sais pas s'il y est vraiment le grossissement. Là aussi, je pense que c'est juste pour faire joli. C'est ce qui est noté dans la notice en tout cas, parce qu'il y a une notice aussi pour la lunette. Et il y a bien marqué For Display Only. Il y a deux types de lunettes, tout comme, j'oubliais, on a deux types de FG42 qui sont fabriqués par Shoei. Celle-ci, c'est la version vintage, et il y a également une version noire, qui a la même couleur que l'ensemble. A vous de choisir au final, parce que j'ai regardé sur Google Images. Ouais, super référence. Il y a très peu d'infos sur la FG42, c'est chiant à trouver d'ailleurs. J'ai cherché sur Google Images et j'ai vu qu'il y avait à peu près les deux équivalents. Donc j'ai pris la version vintage, c'était la plus chère, donc je me suis dit c'est celle qui est la plus jolie. Et je me suis pas trompé. Elle est vraiment sortie de boîte, hein. Vraiment j'ai rien touché, promis. En plus on a un marquage sur le côté qui lui est très réaliste également. Pour le marquage qui est sur la réplique, on a le numéro qui est individuel pour chaque réplique, une fois encore, ce qui fait donc que j'ai la 1725e qui a été fabriquée. Actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, il y en a eu à peu près 1900 de fabriqués par Shoei, en type 1. Et pour la type 2, ils sont à 250, je crois. Mais bien sûr, ça va augmenter avec le temps parce qu'ils font par vague de 250, si je me trompe pas, un truc comme ça. Il est possible d'utiliser la lunette avec le guidon à l'avant, c'est prévu pour, c'est assez rigolo, c'est assez sympa, mais tout comme c'est aussi possible d'utiliser sans, bien entendu. J'en ai donc fini maintenant avec les points positifs. Maintenant on attaque les points négatifs, enfin, le point négatif surtout. Il y en a qu'un que j'ai trouvé au niveau du réalisme, c'est le pontet, ici, qui a une forme tout à fait ronde. À l'époque, il n'était pas comme ça. Je sais pas si c'était une manipulation artisanale ou autre, ça a l'air artisanal en fait quand on voit sur les photos. Vous voyez là, on voit que c'est assez moche, celle d'origine étant sciée. Bon après, j'ai vraiment pas envie de charcuter celle-là pour la rendre réaliste. Alors pourquoi avoir changé ce système de pontet? Tout simplement pour pouvoir utiliser l'arme avec des gants. Ici, ça bloque un peu, c'est un peu difficile, c'est bien coincé si on a des gros doigts, ce qui est plutôt mon cas. Donc résultat, danger. Donc avec un pontet plus large, on a plus de place pour les gants. Viens ici pour ton toucher rectal. Viens là, viens là. Je vais maintenant vous montrer comment démonter sommairement cette réplique. Il est possible bien sûr de la démonter entièrement, mais franchement j'ai pas envie, ça sert à rien. Et il faut des outils spécifiques, notamment à ce niveau-là. Alors pour commencer, nous allons vérifier qu'il est vide, même si bon, logiquement, il n'y a pas de risque d'avoir des problèmes. Enfin bon, toujours vérifier qu'il est vide, qu'on n'a pas de balles dans la chambre, on va vérifier. Avec le doigt, c'est bon, il n'y a rien. On va enlever la lunette. Comme ceci. Hop, on déverrouille. On tire en arrière. Et voilà. Ensuite, nous allons prendre
la crosse. Nous allons vérifier qu'elle est vide. Non, pardon. Ici, on a un bouton. Voilà, donc vous avez compris, on appuie sur le bouton, je tire la crosse, j'appuie sur le bouton un petit coup, et voilà, nous avons la crosse et le mécanisme qui apparaît. Marrant, on dirait l'avant d'un AK. Ensuite, nous avons une petite pièce ici à presser, un petit ressort. On pousse et on tourne, et voilà, ce bouchon s'en va. On enlève le spring guide avec le spring en question. Voilà, de l'autre côté. À ce moment-là, on peut reculer tout l'ensemble et virer le lever d'armement. Voilà. Et nous avons donc le reste du mécanisme qui vient par l'arrière. Voilà. Nous avons l'intégralité de notre mécanisme qui est démonté. Donc voilà, à l'arrière il ne reste plus rien, tout est vide. Donc cette partie là, on peut voir qu'il y a un sacré ressort. On peut voir aussi que nous n'avons pas de percuteur. Voilà, parce que c'est là que vient s'en ficher la cartouche. Hop là, donc il met en position pour alimenter bout de glace. Et nous allons tout de suite passer au test de tir. Ouais, promis, test de tir. Je suis un tireur d'élite. Alors pour conclure, vous allez tous me demander pourquoi je l'ai acheté si on peut pas tirer avec. Tout simplement parce que c'est la seule reproduction qui existe à l'heure actuelle qui est aussi réaliste et légale dans tous les pays du monde. Alors après il y a d'autres copies qui existent en résine, sauf qu'en résine c'est moche. J'en ai eu une fois entre les mains, c'est très léger, c'est pas réaliste du tout. S'il y a le chargeur avec c'est bien, mais pas tout le temps. Et il y a bien sûr aucun moyen de pouvoir faire toutes les manipulations qu'on fait ici. Ainsi donc c'est pour ça que c'était mon coup de cœur de l'année 2015 que je vous présente en 2016. Et puis je vous présenterai bientôt l'uniforme qui va avec cette réplique. C'est encore mieux. En tout cas j'espère que cette vidéo de plantation de réplique vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, vraiment c'est super important. S'il vous plaît, partagez cette vidéo! Abonnez-vous à ma chaîne, commentez, mettez un pouce bleu, comme d'habitude, tout le blabla habituel. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle présentation d'uniforme et de réplique. Salut!